Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 8, Vol inusité, Part 2. Cette semaine, c'est moi qui fais le champion de la semaine et je vous parle d'un vol dans un studio de cinéma. Et moi, je vous parle d'un cas québécois, le vol du fourgon de la Poste de 1964. Bonne écoute! Nicolas! Marie-Ève. Bienvenue à cet épisode numéro 8. Oui, à la partie numéro 2 de nos vols inusités. Oh oui, alors on aimerait ça savoir sur les réseaux sociaux si vous aimez ça quand on fait des cas un petit peu plus longs, mais en 2 parties. Donc un thème, 2 épisodes, parce que nos épisodes sont complexes, puis on aime ça donner des détails, puis on aime ça prendre le temps d'en discuter aussi. Puis même qu'on aurait pu rajouter plus de détails. Oui. Il y en avait encore à rajouter. L'épisode est un peu plus long. Si jamais vous détestez, laissez-nous savoir. Oui, puis si vous avez aimé ça, avoir des détails, puis qu'on fasse chacun notre tour, il y a des gens qui nous ont dit « Ah, c'est le fun, ça nous donne plus le temps de rentrer dans le cas. » On avait eu ce commentaire-là il y a quelque temps. Donc, dites-nous vos commentaires. On est ouvert à vos commentaires, comme dirait la chanson. Si vous payez le cognac. C'est ça. Mais là... Qu'est-ce qu'on boit? On boit pas du cognac. Non! On boit du sans-alcool. Oui! Ouais. Excuse-moi, dis le nom du drink, je suis pas capable. Le Moscow Mule. Moscow Mule. Ouais. Mais sans alcool. Sans alcool, de prêt à boire de Cherry River, qui est une distillerie d'ici. Oui. Qu'on est allé visiter. Oui, de la région de Magog. Ouais. Donc, on est allé faire un petit tour dans les cantons de l'Est. On est reparti l'autoloadé. Oui, exactement. On a visité, on a fait un parcours agro-touristique. Donc, on a visité des chocolateries, la savonnerie des diligences, que je vous présenterai pas ici parce que ça n'a pas rapport, c'est des savons, mais ça sent super bon. Et on a fait quelques distilleries, et dont la distillerie Cherry River, c'est superbe. C'est une ancienne, c'est à Magog, c'est une ancienne petite église. Il y a encore les vitrailles. On dit vitrailles ou vitraux? Des vitraux. Les vitraux. Ouais. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. On n'a pas pu la visiter, faire le tour, parce qu'il n'y avait pas de visite guidée cette journée-là. Ceci étant dit, ils ont des très beaux produits. Ouais. On a acheté de la vodka à l'érable, il y avait différentes sortes de gin et il y a beaucoup de prêt-à-boire avec et sans alcool. Des super beaux produits. Puis on avait déjà acheté auparavant la liqueur de café. La liqueur de café qu'on se sert. Très, très bonne. Oui, on s'en sert pour faire les martini expresso qu'on va vous présenter dans un prochain épisode. Éventuellement. Donc, Moscow Mule sans alcool, super bon. Vraiment de Cherry River. Et il y a plein d'autres drinks sans alcool aussi. C'est vraiment le fun. C'est une belle place à visiter. Et on peut goûter les produits sur place. Oui. Ce qui est fantastique. Oui, tu peux demander un petit peu de tout. Un petit peu de tout, puis repartir avec ce que tu préfères. Vraiment, on a aimé ça. Cheers. Cheers. À notre 8e épisode. À notre 8e épisode. Et cheers au fait que c'est toi qui fais le champion de la semaine cette semaine. Moi, je suis très excitée. Quand tu m'as dit... Marie, mon cas, il est long. J'aimerais ça prendre vraiment le temps de le faire. Moi, j'étais willing, mais là, j'ai vu une porte. Ouais. Je me suis dit, si moi, je fais un cas plus long, good, mais tu vas faire le champion. Oui. Alors, c'est à toi. Toujours sous le thème de vol inusité, épisode 8, vas-y avec ton champion. Allons-y. C'est ma première fois, OK? Fait que sois douce avec moi. J'espère que ça va bien aller. Moi, je suis un modèle de bienveillance, Nicolas. Il n'est pas aussi drôle que ta toilette qui disparaît. Qui n'ont toujours pas retrouvé. J'ai vérifié. OK. Oui, juste à dire. Pas aussi comique, mais je trouvais ça intéressant. Puis c'est quelque chose qui s'est passé très dernièrement et pas loin de chez nous. Go. Donc, c'est un vol au Studio Mills. Ah! Ouais. En juin 2023, donc cet été. Il y a une entreprise qui approche le département de location d'équipements de cinéma
entre autres pour louer des lentilles anamorphiques de la marque Cooke. OK. Me suis renseigné, anamorphique, en fait, c'est principalement, en tout cas, l'article que j'ai lu, il expliquait c'était comme un peu des panoramiques, tu sais, quelque chose qui va être un peu plus large, donc tu sais, quelque chose qui sort du standard habituel. Pas donc, un fisheye, mais mettons. Genre. Ben, je suppose que ça doit rentrer dans les catégories un fisheye. Je comprends. Mais c'était très précis, il voulait louer des lentilles anamorphiques de la compagnie Cooke. Pour louer l'équipement, la compagnie doit fournir des preuves d'assurance, compléter des formulaires qui sont nécessaires et payer un dépôt. Le 19 juin, la compagnie du nom de Production OMS verse officiellement le dépôt de 6 519 $ et confirme les détails de la location avec les studios Mills. OK. Le 20 juin, donc le lendemain, le représentant de la compagnie se présente au studio pour emprunter les lentilles. Ben oui. Et l'équipement doit être retourné le 26 juin, donc 6 jours plus tard. Fait que, grosso modo, une semaine de tournage. Mm-hmm. Le 26 juin, la compagnie va rentrer en contact à nouveau avec les studios Mills, va demander à emprunter 6 autres lentilles et de prolonger jusqu'au 3 juillet. Donc, une autre semaine de tournage. Ben ouais. Ce qui est très normal. Les productions MS vont fournir un autre dépôt à l'avance, se présenter au studio et repartent avec les 6 lentilles supplémentaires. En fin de journée, le 3 juillet, n'ayant pas reçu l'équipement, le studio Mills devait recevoir l'équipement. Le retour. Devait être retourné le 3 juillet. Vont entrer en contact avec les productions OMS qui affirment avoir rapporté il y a déjà 2 jours l'équipement. Mais personne n'a jamais reçu l'équipement chez les studios Mills. C'est la dernière fois qu'ils vont réussir à rentrer en contact avec la compagnie. Oh! Ouais, qui au final semble avoir été une fausse compagnie créée simplement pour le vol. Ben non, tu me niaises. Ils vont impliquer la police. La police va se rendre compte que le permis de conduire de la personne qui était venue récupérer, parce qu'ils font une photocopie du permis de conduire de la personne comme pièce d'identité. Oui. En fait, ça a été volé à un homme de Trois-Rivières qui s'est fait voler son identité. Son permis de conduire. Ouais. Puisque le cas est récent, l'enquête est encore ouverte. Là, on n'a pas beaucoup de détails. Donc, on va sûrement revenir avec un dénouement si jamais il y a quelque chose. Mais depuis le 5 juillet, les studios Mills vont faire appel à une firme de sécurité privée qui s'appelle Circo, qui vont partir leur propre enquête. Le siège social de la fameuse compagnie de production OMS qui était enregistrée au registre des compagnies, va donner à un appartement bidon à Montréal-Nord. Donc, ça n'a aucun rapport. C'est un dead end. Vont se tourner vers le virement bancaire qui a été fait par les malfaiteurs pour faire le dépôt. La banque BMO ne va pas répondre aux demandes de la police pour pouvoir accéder au dossier et tout ça. La police va demander une injonction à la cour pour BMO BMO ne va pas s'objecter à ça, donc l'injonction est accordée. Okay. La police va pouvoir avoir le droit à vérifier les bandes, mais bon, j'ai pas de détails encore de ça, puisque c'est en cours. Mais l'objectif, c'est de voir, quand ils ont ouvert le compte, s'ils sont capables d'identifier quelqu'un. Oui. Et peut-être lors de transactions autres, là aussi. Oui. Donc, comme je disais, l'affaire est toujours en cours. Les experts des studios, mais les experts, en fait, ne croient pas que les studios Mills risquent de revoir leur équipement un jour. Ça valait combien? Je vais y arriver. Il dit que probablement que c'est parti soit en Asie ou dans un pays d'Europe de l'Est. Les lentilles, il dit souvent, il y a des compagnies là-bas qui offrent des services un peu comme les studios Mills, là, de clé en main, tout inclus, de location de studio, d'équipement pour tourner des films. Et probablement qu'il n'y avait pas l'argent pour se procurer ce type de lentilles-là, puis peut-être c'était une demande d'un studio qui en avait besoin, puis il avait dit oui, puis il n'y en avait pas. Mais bref, c'est une valeur estimée à 700 000 $. 700 000 $! Ouais. Et ça vient tout juste de se passer, là, mois de juillet cette année. Oh mon Dieu, c'est horrible! Ouais. Et ils sont partis probablement en avion pour et ne ils ont jamais eu les tout revoir. ça pour
grosso modo, le premier dépôt était 6 000. Ouais, mettons, ils ont fait un deux autre dépôts dépôt. de 6 000. Fait que mettons 12 000 piastres. Ouais. Pour une valeur de 700 000. Ah, mon Dieu! Mais je pense que maintenant, si quelqu'un veut louer ce genre d'équipement à ces montants-là, qui valent ces montants-là, je crois que la compagnie va peut-être demander plus de garantie. C'est possible. C'est possible parce qu'une compagnie qui a été enregistrée avant hier, ouais, c'est ça, un la appartement compagnie... à Montréal-Nord, ouais. c'est vraiment la compagnie venait tout juste d'être créée, dans le fond, pour le coût monté. Oui, exactement. Ouais. Ah, ça fait mal au cœur. C'est une compagnie québécoise, des Studios Mills. Ouais. Puis c'est une belle compagnie. Fait que Mini champion, dans le fond, c'est pas un crétin, là. Ils ont réussi leur coup, mais je trouvais ça quand même intéressant. Puis, c'est le pas fin de la semaine. Ouais, c'est ça, c'est le pas fin. Parce que c'est pas gentil pour les prochains qui vont vouloir, de façon honnête, louer des lentilles. Ouais. Parce que c'est un beau service, là, que les Studios Mills, c'est une belle business. Puis ils vont sûrement se faire mettre des bâtons dans les roues. Puis c'est quand même étonnant de voir que derrière ça, il y a probablement une compagnie qui vaut quand même pas mal d'argent. Oui. Puis qui part de pays peut-être sous-développés pour venir voler ici, pour rapatrier. Oui, non, c'est vraiment... Ça se fait souvent avec des voitures puis des affaires comme ça, souvent. D'autres types d'équipements, mais là, tu sais, pour... c'est un gros C'est peut-être Spielberg là, qui va filmer avec ces lentilles-là, puis... Il saura pas. Lui, il le saura jamais, puis deux, c'est ça, le retrouvera jamais. Là. Non, c'est ça, puis ils font ça pour des voitures, puis une voiture qui vole, des fois, mettons, les Honda, là, c'est des voitures super volées, c'est 50, 60 000 piastres. Mettons un truck Audi, 100 000, 140 000, et là, des petites lentilles que tu shippes, là, vite, n'importe où dans le monde, c'est tout petit. Mets ça dans une valise, merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Puis 700 000 piastres plus tard, tu viens de... C'est un méchant bon retour sur l'investissement, puis ils retrouveront jamais. Non, c'est pas comme un char qui est tracké puis qui a un GPS. Puis... Ouais. Ben, en fait, là, ils ont mis sur une liste, pareil. Une liste noire là, avec les numéros de série, tout ça, mais encore là, à moins qu'il y ait vraiment un représentant qui va voir, mais ils trouveront jamais. Là. Non, ils trouveront sûrement jamais. Non. Eh bien... J'enchaîne. Enchaîne, non, avec ton cas de poste? Oui, c'est un cas de poste. Allons-y. OK. Donc, c'est un cas québécois. Donc, c'est le vol du fourgon de la Poste. Dans ce temps-là, on appelait ça des fourgons de poste de 1964. Alors, ça se passe au Québec. Le 31 mars 1964. Okay. Vers 7h30 du soir, donc 19h30, un camion postal sort de l'Hôtel des Postes, qui est la rue Windsor à Montréal. C'est quoi l'Hôtel des Postes? Ben, c'était la place qui triait la poste. Ouais, c'était le... Poste Canada. Ouais. Une succursale de Poste Canada. Le centre névralgique. Là. Le centre névralgique, oui. Rue Windsor à Montréal, en direction de la gare centrale, donc qui est située vraiment proche, c'est à quelques rues de là. Donc le camion doit vider son chargement à la gare centrale afin que le tout soit acheminé par train sur la Côte-Nord. Donc c'était un chargement qui devait aller sur la Côte-Nord. Au coin de la rue Université et de la Gauchetière, le camion s'arrête à un feu rouge et une camionnette arrive à sa droite et lui barre la route. OK. Donc, à la gauche, il y a une voiture qui surgit. Donc, c'est vraiment... Il est pogné en sandwich. Le fourgon de la poste est pogné en sandwich. Et de la voiture surgit au moins 2 hommes cagoulés. OK. Les versions divergent parce qu'il y a eu des témoins et il y a eu aussi les 2 personnes qui étaient dans le fourgon. Mm-hmm. Mais les 2 employés parleront de 6 ou 7 hommes en tout. Ah ouais? Oui, il était une gang. Sont-ils armés? Ils étaient armés, oui, d'un revolver. OK. Mais juste un, je crois. Oui, c'est ça, vraiment. Ils n'étaient pas tant armés que ça. Ils n'ont pas résisté non plus. De toute façon, la poste, c'est pas Garda non plus, là. Je sais pas à quel point... Les fourgons de la poste sont blindés, sécurisés. Je veux dire, eux autres, ils traînent pas des lingots d'or là, comme les banques. On va y revenir. Okay. Tu vas voir qu'il y avait de l'argent, malheureusement, dans ce fourgon-là. Ouais. Mais c'est pas une grosse sécurité. Là. Il n'y a pas de grosse sécurité. C'est ça. Exactement. Et à partir de ce moment-là, les choses vont changer. Justement parce que ça a été annoncé au monde que les fourgons de la poste, qui étaient très peu surveillés, transportaient de grosses sommes.
Ouais. Donc, c'est ça le problème. Donc, ils ont des revolvers, c'est pas dit combien, peut-être un, peut-être deux. Ils embarquent, oui, donc les deux personnes qui sont dans le fourgon, c'est Monsieur Doutre et Monsieur Lemieux. Donc, ils embarquent les deux hommes qui sont conducteurs du fourgon à bord de l'un des véhicules et les menottent l'un à l'autre. Okay. Ils les menottent ensemble, ils leur attachent les pieds et leur mettent une tête d'oreiller sur la tête. C'est vraiment, c'est de la séquestration. Ouais, pour un agent de poste là, qui est habitué de chiller sa vie, puis ouais. Ouais, c'est lui chauffe le camion sur 4 coins de rue, là. C'est ça sa job. Puis là, il se fait comme kidnapper. Ouais. Basically, c'est kidnapper. Oh, oui, tout à fait. Et un des deux hommes cagoulés se place au volant du camion de la poste et quitte les lieux. Donc, le camion de la poste est parti. Et le tout aura pris moins de 1 minute. OK, il était vraiment organisé. Écoute ça. Les deux occupants du fourgon postal, avant, les deux employés du fourgon postal sont Monsieur Lionel Doutre, domicilié au 3350 boulevard Rosemont. C'est vrai, ils donnent leur adresse personnelle. Oui, dans le journal. Et son collègue, Fernando Lemieux, 50 ans, domicilié au 14 rue Labrie à Saint-David, comté de Lévis. Tabouin. C'est même pas citoyen de Montréal. Ou, non. OK, là, il donne son adresse. Oui, dans les journaux, il donnait son journal adresse. de la victime. Fait comme, allez l'insulter, cet épais-là. Écoute, oui, ce qui m'amène à la question suivante. Comment ça qu'on donne l'adresse des victimes? Ouais. Ça n'a pas de sens. Moi, ce que je me demande, c'est qui reste à cette adresse-là maintenant? Ben, c'est pour ça que je le donne. Ça me fait capoter, moi, parce que j'avais écouté un épisode d'un autre podcast sur le FLQ, puis il donnait l'adresse de la maison où est-ce que Pierre Laporte avait été, avait été séquestré. C'est une adresse à Montréal-Nord. Ouais. Mais là, c'est connu maintenant. Là. C'est connu maintenant, mais je me disais, quelqu'un vit là. Mm-hmm. Je trouve ça spécial de savoir qu'à côté de chez vous, ton ancien appartement... J'espère qu'il y a eu un deal là, à l'achat. Je sais pas, mais aujourd'hui même, l'appartement où est-ce que Rocco Luca Magnotta a fait son crime est alloué, là. Tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui habite là. Fait que ça arrive qu'il y a des crimes. T'es obligé de le déclarer quand tu vends une maison, pas quand tu loues. Ah! Oui, okay. C'est ça qui arrive. Ben oui... Cette adresse-là pas rapport. Là, mais ben non, cette adresse-là pas rapport. Vraiment weird de donner l'adresse. Oui, et ça m'amène à l'autre question. Pourquoi un gars qui travaille qui reste à Saint-David travaille à Montréal? Le gars, il reste loin, là. Ouais. Il est employé des postes à Montréal. En 64. Oui, exact. C'est du trafic que tu rends à job. Là, peut-être qu'il est en transit, peut-être qu'il patchait. Le REM devait tomber moins souvent en panne en 1964. Oui, il devait prendre le REM. Carrément, ça peut être ça. La camionnette avec les deux otages, parce que les otages sont montés dans la camionnette des malfaiteurs, est abandonnée sur un terrain de stationnement, la rue Concorde. Sur la rue Concorde. Les deux pauvres hommes travaillent super fort pour se délier les pieds parce qu'ils sont comme laissés là, mais tout attachés. Sont-ils attachés, genre enlacés un dans l'autre? Je le sais pas, mais les menottes sont vraiment... Tu sais, ils ont les pieds attachés puis sont attachés l'un à l'autre, mais je sais pas s'ils sont enlacés. Je ne crois pas parce qu'ils finissent par sortir du véhicule et à héler un taxi. Donc, tu sais, faut quand même pas que tu sois dans une fâcheuse position, là. Fait que ils réussissent à héler un taxi. Puis je me suis dit, genre, me semble de voir le chauffeur de taxi qui voit deux hommes menottés un à l'autre et qui se disent « Wow, il y a peut-être une petite soirée kinky qui vient de prendre fin là, je te rappelle. » Soit ça ou j'arrête pas, moi je me mêle pas à ça. Oui, exactement, mais oui, il y a deux hommes qui sont menottés, il fait « Mon petit embarqué. » Puis là, ils se mettent à la recherche d'une autopatrouille. Je sais pas pour quelle raison, parce que c'est pas parce que c'est une autopatrouille qu'ils vont avoir les clés de ces menottes-là. Moi, ça me fait rire. Ah, ben, ils veulent sûrement juste contacter la police. Oui, aussi. Mais ils veulent se faire libérer aussi. Tu prends pas ton téléphone. Non. En 1964 pour appeler la police. Non, exactement. Fait qu'ils cherchent une autopatrouille. Ils ont trouvé une voiture de police. Les policiers étaient pas capables de les aider. Ouais. Ils ont amené au poste. Et là, au quartier général, ils peuvent enfin être libérés. On dit que les menottes s'enfonçaient dans leur chair de 1/4 de pouce. Ouais, il y avait, tu sais, ça faisait mal. Ils ont réussi à être libérés. Le camion postal est retrouvé le lendemain en face du 3400 rue Shutter. Aujourd'hui, c'est la rue Elmer.
C'est ça qui est drôle, c'est que je sais pas plus, c'est où? Ah, c'est pas très loin. Non. C'est pas très loin. Ah, Elmer, ouais, OK, c'est bon. Ouais, c'est vraiment pas loin de là. Les 3 sacs qui intéressaient les voleurs sont aussi retrouvés vides. Parce que je t'ai dit que les sacs de poste devaient être acheminés vers la côte nord. Ouais. Donc, c'était le chargement postal contenait en fait les payes, les salaires des ouvriers qui travaillaient sur le barrage de la Manicouagan. Oh. Oui. Puis dans ce temps-là, c'est pas des chèques, pas des virements, c'est du cash-cash. C'est cash-cash. C'est cash-cash. OK. C'est ça le problème. Et d'autres industries de la région, mais particulièrement le barrage de la Manicouagan. Donc, il y a quelqu'un qui était au courant que le paiement se faisait là. Ah oui, exactement. Qui a été déposé à telle place, à telle heure. Ça faisait partie de ce convoi-là. Exactement. Il y a quelqu'un qui le savait. Ouais. Mais ça arrivait souvent que la Poste du Canada était chargée de transporter du cash, du cash en argent comptant. Puis ces chargements-là étaient discrets, naturellement, mais non sécurisés. Donc, il y avait pas, dans ce temps-là, on faisait pas affaire avec des transporteurs sécurisés comme Briggs, Garda, la Brinks, là. La Brinks. La Brinks, oui. Ben, probablement qu'il y avait du monde qui faisait affaire, mais pas Post Canada. Pas Post Canada, non. Mais si tu veux garder ça discret, t'engages pas des gros gorilles non plus qui suivent le paquet, là, sinon... Exact, c'est ça qu'il disait. Il y avait plusieurs entreprises qui préféraient avoir recours au service de la Poste plutôt que des convoyeurs sécurisés. Ouais. Puis la Poste offrait ce service-là. Mais après ce vol-là, le contrat ira à la Brinks. Ouais. Parce que là, ça a sorti dans les journaux. Et les gens ont su il y a plus de gens que nécessaire qui ont su qu'il y avait beaucoup d'argent qui se transportait. Il y a sûrement qui ont vu aussi que quand tu te faisais pogner de même puis que tu étais victime, ils mettaient ton adresse dans le journal. Fait qu'il n'y a plus personne qui voulait transporter. Ça n'a pas de sens. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est la victime en plus, tu sais. Fait que le monde, tu sais, je sais pas, tu sais, ton cas, s'il a retrouvé les coupables, mais tu sais, t'es comme celui qui a fait le vol, puis non seulement c'est comme quelqu'un de random, là, c'est probablement qu'il s'attendait pas à ce que ce soit telle personne. Oui. Puis lui, peu importe, il s'en fout, là, mais là, maintenant, il sait en plus, tu sais. Ben, c'est juste que si la victime va témoigner contre toi en cours. Tu sais où ce qu'elle reste. Mais oui. C'est effrayant. C'est effrayant, là. Donc, oui, donc un vol important. Et les vols de camions postales étaient quand même assez fréquents, honnêtement, oui. Donc, les voleurs se sont peut-être inspirés d'un important vol de camions de la Poste. Là, le cas que je te compte, il est en 1964. Mais l'année d'avant, non, excuse-moi, 2 ans avant, le 16 août 62, il y avait eu un camion de la Poste américaine qui avait été perpétré à Boston au montant de 1,5 million de dollars. Wow. Oui, donc ça commençait, les vols de camions postaux étaient de plus en plus fréquents. Donc, il y a eu celui-là à Boston en 1962. Et là, j'ai épluché les journaux québécois à savoir, ça arrivait-tu souvent des vols de camions postaux? Et j'ai épluché l'année 63, OK? Juste l'année 63. Juste et je t'annonce que oui, là. Moi, je pense que les voleurs, ça faisait une couple de fois qu'ils voyaient ça passer dans les journaux puis ils ont fait, oh my God, peut-être qu'on pourrait en pogner un gros. C'était peut-être eux aussi, ça n'a pas été prouvé, qui avaient fait les autres d'avant. Ouais, peut-être. Le 8 janvier 1963, donc on recule d'1 an et 2 mois, vol d'un camion postal à la pointe d'un revolver à Val-Lorrain. Donc, Val-Lorrain, je ne crois plus que ça existe aujourd'hui, mais c'est entre Sainte-Dorothée et Laval-Ouest. OK. Le 12 janvier, 4 jours plus tard, tentative de vol au bureau de poste de Black Lake. Fait que quand c'était pas les camions, c'était vraiment les bureaux de poste. Les voleurs ont réussi à s'introduire par infraction dans le bureau de Black Lake et ont inventé 2 sacs postaux qui ne contenaient rien d'important, mais ils n'ont pas pu ouvrir la voûte qui contenait vraiment les sacs qui avaient de l'argent. Donc, les dégâts s'élevaient à 800 $ juste de braquage. Ouais, c'est ça. Mais ils n'ont pas réussi à rien faire. Mais en même temps, je sais pas à quel point c'était populaire dans ce temps-là, des vols d'identité ou des choses comme ça, mais tu peux aller chercher de l'information importante aussi. Peut-être. Qui est peut-être pas directement reliée à de l'argent, là, mais surtout avant, tout se faisait par la poste. Là. Oui. Tu t'attendais un contrat d'hypothèque, whatever, là, tout se faisait par là. Fait. Oui.
sans partir avec de l'argent cash, tu peux sûrement repartir avec de l'information qui permet de faire d'autres choses. Là. Ah, possiblement, oui. Mais en plus, il y avait énormément d'argent compté. Ouais. Fait que c'est déjà là. Et là, la police, parfois, promettait des récompenses pour attraper les voleurs. Ouais. Et là, on a un superbe... À l'époque, ça devait être comme 4 pièces et demie puis un paquet de cigarettes. C'est ça, Nicolas. Ça n'a pas de sens. Écoute, dans la presse, le 8 mai 63, il y a une photo d'un agent de police puis un monsieur qui se serre la main. Et c'est écrit « Pour avoir aidé la police à dépister les voleurs d'un camion des postes, monsieur Onissime Lévesque. » Déjà ça, c'est fabuleux. Donne son adresse? Non. Une chance. Mais recevait hier des mains de monsieur Hector Cormier, le directeur du district postal de Montréal, un chèque de 200 $. Oh. Fait que lui, il a aidé à attraper les voleurs, il a sa photo dans le journal, puis il reçoit 200 piastres pour avoir aidé pour attraper des voleurs qui ont volé des milliers de dollars. Possiblement, ça n'a pas de sens. Donc, M. Lévesque, employé de la compagnie de transport Campbell, a eu connaissance du vol d'un camion postal sur la route Amos-Montréal le 14 septembre 60. Fait que là, on recule encore plus loin. Puis, au risque de sa propre vie, il poursuit le camion volé et l'automobile des suspects et réussit à avertir la police et on lui dit merci avec 200 $. Puis sa photo dans le journal. Avec son nom complet. Moi, juste te dire que pour 200 piastres, là, je te dirais pas c'est qui a volé. Ouais, non, c'est ça. Prends pas la chance. Je tiens ça mort. Ouais. Garde l'argent puis mets pas ma photo dans le journal. Oui. Oui, 200 piastres, non. Ouais. À l'époque, c'est quand même bon. C'est comme... peut-être, là. À peu près genre 2000, là, mais... Ouais. Mais quand même. Ouais, quand même. On continue l'année 63, juste pour te mettre en contexte. Vol d'un camion postal en juillet dans les cantons de l'Est à Ascot Corner. C'est un important vol pour la région. Et le camion contenait, entre autres, 2 sacs transportant de 20 à 30 000 chacun, qui étaient les salaires. Les salaires, encore une fois, des travailleurs de Thetford Mines. Fait que les mines. Ainsi que plusieurs sacs d'argent qui devaient être livrés sur des banques, à des banques sur le chemin. Ah ouais. Fait que les banques se faisaient livrer de l'argent par la poste. Aïe. Fait que tu comprends-tu qu'il y avait beaucoup d'argent? Une fois que ça se sait, là. Ah oui. Écoute, le butin total, les voleurs ont fait ce vol-là à Scott Corner et ont fait un autre vol à Sherbrooke. On sait que c'est les mêmes. Quelques mois plus tard, le total s'élevait à 100 000 $. Aïe. Donc, c'est beaucoup d'argent. Les journaux de l'époque ont aussi relaté le braquage d'un train postal, OK? Et ça, c'est pas au Québec, c'est en Glasgow, Londres, donc en Grande-Bretagne. Le 8 août 63, et c'est de 20 à 30 bandits qui avaient envahi le convoi postal en 15 minutes. Donc, c'est un train. Ils ont pillé la poste royale et sont repartis avec 3 millions de dollars au moins. Et finalement, on a dit que c'était pas 3 millions. Les journaux ont confirmé 9 millions de dollars. 15 minutes, 20 à 30 personnes rentrent dans un train, raflent tout. Il y avait beaucoup d'employés aussi. Ils ont tout raflé. Ils sont sortis de là. Donc, il y avait 120 sacs de malles enregistrés. Et là, regarde ça. Dans les malles, il y avait des billets de banque qui étaient comme... ils devaient être triés. Ils étaient amenés au centre de monnaie de la Grande-Bretagne pour être triés. Donc, c'est des billets qui étaient encore souvent valides, même maganés, je te dirais, un peu brisés. En circulation, mais il allait se faire trier savoir lesquels étaient encore bons, lesquels étaient pas bons. Donc, il y avait énormément d'argent et on allait savoir lesquels allaient être encore utilisables. Ils étaient finalement tous utilisables, là, si tu les perdais dans la nature, tu sais. Combien de fois, là, on le voit moins souvent maintenant, là, ils sont tous en plastique, là, mais combien de fois tu acceptais des billets avec un scotch tape, là, puis... C'est ça, exact. Fait que c'était des billets qui devaient être choisis, est-ce qu'ils doivent être détruits, est-ce qu'ils sont encore utilisables. Et aussi, dans le convoi, il y avait une collection de diamants qui était destinée au centre d'échange de pierres précieuses. Donc, le monde, ils font confiance à la poste. Il y avait comme pas le choix, je te dirais. Fait que oui, tout voyageait par la poste. Mais où est-ce qu'on l'a échappé? Il me semble, là, dans le Far West, là. T'sais, les trains, là, ils se promenaient, puis là, il y avait tout le temps des gardes armés, puis des diligences, là, tu sais, puis on voit tout le temps ça, là, dans les films de cowboys, puis à l'époque, là, tu sais, ils volaient des trains, mais je veux dire,
c'était dangereux, là. Le monde, il se défendait. Ouais. Puis là, on sac 9 millions cash dans un train avec une collection de diamants. Ah ouais, let's go, là. Le gars, il part tout seul avec ça, puis... Non, il était quand même quelques employés, mais il y a 30 personnes qui ont sauté sur le convoi. C'est ça. Puis on sacré. Il n'y a pas personne qui est entraîné là-dedans à défendre rien, là. Ah non. Et puis, fait ça, c'est les journaux de l'époque. Donc, il y a plusieurs autres tentatives qui ont été relatées dans les journaux. On parle d'une tentative à Chicoutimi en octobre 63. Écoute, où est-ce qu'on dit que le conducteur du camion postal a réussi à semer les 3 malfaiteurs en roulant à 85 000 à l'heure. Ça, c'est 137 km/h. Dans ton vieux char de 63. Non, dans ton camion postal, en te faisant tirer des balles de revolver. Aïe. Ouais, ce conducteur-là, il était pas comme les deux autres du début. Lui, il a flyé à 137 km/h en se faisant tirer des balles de revolver, puis il a fait « Oh que non, t'auras pas mon chargement postal. » Et il y a eu un autre vol aussi avec séquestration de chauffeur en décembre 63 dans le trajet Sorel-Montréal. Bref, il y en avait au moins un par mois. Fait que nos voleurs du début, là, le 31 mars 64, de notre code aujourd'hui, ils n'ont pas inventé la roue. Non. Je veux dire, ils voyaient ça dans les journaux. Certains avaient résulté en braquage de plusieurs millions de dollars. Ouais. Celui de Sherbrooke, au moins 100 000 $. Donc, ils ont pris une chance et soit qu'il y avait de l'information privilégiée ou soit qu'ils ont juste été chanceux. Ouais. Mais ils ont tombé sur un gros montant. Je vais y revenir. Je te le dis maintenant, en fait. Le montant du vol, au début, on parle de 400 000 $. Si tu suis les journaux de l'époque, au début, on fait ces 400 000 $. Mais rapidement, on confirmera que c'est 1,5 million $. Wow! Donc, il y avait vraiment 1,5 million $. Et juste te dire que 1,5 million $ en 64, aujourd'hui, ça vaut 14,8 millions. Oui. Wow. Donc, c'est énormément d'argent. Là. Pour une couple de gars, était quoi, une dizaine? Ouais, il parlait de 7 à 8 personnes. Ouais. Donc, oui, c'est quand même beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et la police n'a aucune piste et est sur les dents parce que là, tout le monde, la population sait que c'est 1,5 million $. Ouais. Donc, il y a du monde à Côte-Nord qui n'ont pas eu le chèque de paye non plus. Je sais pas comment ça s'est passé, ça, mais c'est donc, une question d'assurance, là. Ça doit. Je veux dire, ouais, à quelque part, en plus, dans une petite pancarte au bureau de poste que, tu sais, ça dit tous les objets perdus ou volés sont pas sur la responsabilité, là. Sauf que, tu sais, si tu fais affaire avec ça... Ben non. Ouais. Puis si tu le dis pas, puis qu'il n'y a pas de sécurité... Mais faut dire qu'après ça, ils ont pris des transports sécurisés. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est parce que, justement, ils ont tout perdu? Je sais pas, là. Il y a quelqu'un à quelque part qui a des assurances, mais les assurances vont se battre fort là, pour contester ça. Là. C'est de l'argent. Tu sacs de l'argent en cash dans un camion pas sécurisé, puis tout à fait. Tu le perds, mais c'est ton problème. Là. Exact. Je sais pas comment cette partie-là est passée, là, mais la police cherchait fort. Il était vraiment sur les dents. On promet une récompense, pas de 200 $ cette fois, non, de 50 000 $ pour tout indice menant à une arrestation. Donc, au moins... Il y a une photo dans le journal, j'espère? Peut-être, mais ils vont pas avec le dos de la main morte. Donc, 50 000 $. Ils reçoivent beaucoup d'indices, dont l'un qui vient d'une Montréalaise de petite vertu. J'adore cette expression-là. Ils ont marqué ça dans le journal? Oui, oui. C'est une Montréalaise de petite vertu. Qui dit qu'elle est allée chez une de ses amies et elle fut surprise de constater qu'il y avait des cordes à linge à travers l'appartement au complet sur lesquelles séchaient des billets de banque. OK. Fait qu'elle dit, moi, je trouvais ça un peu bizarre. La police, fait qu'elle amène ce tuyau-là en disant, moi, je vous dis ça de même. La police pense que ce serait des billets du vol du camion postal qui auraient été cachés, mais pas nécessairement à l'abri des intempéries. Okay. Le temps que tout se calme autour, et après ça, qui auraient été comme sortis de leur cachette, qui étaient trempés, donc qui étaient asséchés. C'est une possibilité. La police se rend dans cet appartement-là, mais il n'y a aucune trace des cordes à linge improvisées ou de billets de banque, mais il y a un certain personnage qui est présent sur les lieux. Retiens bien son nom, il s'appelle Pierre Talon. OK. Il est âgé de 22 ans. On amène Pierre au poste et on l'interroge sérieusement. Pierre dit tout de suite qu'il n'a pas participé au braquage du camion, mais que oui, il a aidé les malfaiteurs en cachant le butin. OK. Pas longtemps. Il avoue rapidement. Oui, tu vas voir, c'est pas un combattant. Et il identifie tout le monde impliqué dans le braquage. Ben voyons donc. Oui.
Drette de même. Donc, les voici au nombre de 7. Il y a Maurice Arbic, 26 ans, Benoît Doucet, 37 ans, Gaston Lavoie, 37 ans, Gilles Lebrun, 33 ans, Wilfred Leclerc, 44 ans, René Leduc, 40 ans et Henri Sanson, 58 ans. S'ajoute aussi la Grande André. Son vrai nom étant vraiment moins hot, là. Son vrai nom, c'est Rolande Ostigui. OK. Oui. Pourquoi André? Je sais pas. Tout le monde l'appelle la Grande André. C'est un personnage. C'est son personnage de peu de vertu. Ben, c'est peut-être ça, oui. Je sais pas si c'était une madame ou une prostituée, je le sais pas. Okay. Mais eux, ils se sont rendus chez elle tout de suite après le braquage pour compter le butin. Okay. Et se séparer, le butin. Donc, elle aussi, elle a été prise dans la rafle, même si elle n'a pas participé. Ouais. Elle a reçu 2000 $ pour le prêt de l'appartement. OK. Ouais. Les autres, on se sont séparés le butin et là, j'ai pas fait de mathématiques, mais je sais qu'ils ont reçu entre 59 et 60 000 $ chacun. OK. OK? Fait qu'ils se sont tous séparés ça et ils sont partis chacun de leur côté après. Donc, la police, sachant ça, part à la chasse des gentlemen cambrioleurs. Ah oui. Elle a une liste de noms. Voilà. Mais la police continue de penser que Pierre Talon, qui est impliqué plus qu'il veut l'avouer, sont convaincus qu'il est impliqué. Oui, ils font comme « Ah, non. » Il a donné le monde trop facilement. Oui. Pour cacher quelque chose. Oui, donc il essaie de prouver qu'il était soit là au braquage ou soit qu'il a eu une grosse part, là, qu'il était plus impliqué. Donc, pour prouver sa participation, la police débarque sans avertir à son chalet, qui est à Saint-Donat. Ils se mettent à creuser partout. Il faut les lieux pour trouver l'argent, en fait, en se disant « T'as eu une part, c'est pas vrai que t'as juste aidé à cacher l'argent, t'as participé au braquage. » Donc, Pierre Talon, il est assis là, il les aide pas, mais pas pantoute. Puis il regarde la police faire des trous sur son terrain. Puis à un moment donné... Ah oui, tout ce qu'il dit, c'est « Vous creusez pas à bonne place, les gars. » Mais là, il est bien épais. Oui, je sais. Tu vas voir. Pierre Talon, tu sais quoi son métier dans la vie? Épais professionnel. Vendeur de montres. De montres? Oui. OK. C'est un vendeur de montres. Eh bien. Juste ça, moi, je me disais, mon Dieu, je ne savais point que c'était une profession. Il n'y avait pas de talent. Pas de talon. Pas de talent. Donc, à un moment donné, il est tanné de voir les policiers faire des trous sur son terrain et il déclare au lieutenant Félix Jean « Félix, tu cherches pas à la bonne place, puis moi, j'en ai assez, je t'ai écœuré de cette affaire-là. Puis si tu veux le savoir, un bon jour, j'ai envie de te faire une surprise, puis j'ai comme une grosse tentation d'aller les porter sur ton bureau, ces 35 000 $-là. » Ah ouais. Il dit ça. Fait que là, Félix, le lieutenant de police lui dit « Ben pourquoi tu m'as fait pas cette belle surprise-là à soir? » Fait que lui, quelques minutes plus tard, Pierre Talon, il est tanné de voir les policiers chez eux. C'est pas un combattant, OK? Tu vas voir, là, c'est vraiment pas un combattant. Il se lève et dit « L'argent est là. Il y a 35 000 $ parce que je pense qu'il a dépensé le reste, tout simplement. Ah. Donc, les policiers finissent par trouver 35 000 $ enterrés dans un bidon métallique. Et Pierre avoue sa participation au braquage. Il sent la soupe chaude, il a pas le goût de se battre. Comme je te dis, c'est pas un guerrier. Mais là, attends, là, tu disais tantôt, il y a comme 1,4 million? Ouais, 1,5. Mais là, ils sont 8? Ben, ils sont 8, donc... Plus Pierre, va s'ajouter quelques autres personnes. Oui, il y a des gens qui ont eu une cote, là. C'est pas 30 000 $ chaque, là? Non, exactement. C'est plus que ça. Oui, ils ont eu à peu près 60 000 chaque. Puis il y a du monde qui doit s'être pris une cote là-dedans parce que, plus d'autres dépenses, oui. Ils ont acheté un camion, ils ont payé des intermédiaires, ils ont payé un paquet de monde. Je crois que le cerveau aussi de l'affaire a eu plus d'argent. Okay. Il y a eu le cerveau qu'ils n'ont toujours pas trouvé. Tu vas voir, il s'en vient. Mais oui, c'est ça. À peu près 60 000 chaque. OK. Donc, Pierre avoue sa participation active au braquage, mais il est très flou sur les heures des événements. Puis le tribunal trouve ça singulier vu qu'il est vendeur de montres. Il est pas capable de dire à quelle heure il était où. Puis là, il pose plein de questions. Ah. Oui, puis là, le tribunal fait « C'est bizarre vu que vous êtes vendeur de montres. » Et Pierre dit « Oui, mais j'en ai jamais porté de ma vie. » Eh boy. Cordonnier mal chaussé. En juin 64, donc là, ils ont les noms des gens, mais ils les ont pas encore arrêtés. En juin 64, on apprend la première arrestation et ce ne sont pas les bandits que je viens de nommer, c'est un complice.
Donc, c'est pas quelqu'un qui a participé activement au braquage, c'est Gérald Proulx qui est accusé de conspiration et il a aussi été dénoncé par Pierre Talon, OK? Pierre a dénoncé Gérald Proulx parce que, comme je t'ai dit, les bandits, quand ils ont eu fini de compter leur butin dans l'appartement de la Grande Henri au centre-ville, ils voulaient pas se promener avec une si grande quantité d'argent, fait qu'ils ont dit je vais appeler un de mes contacts. OK? Fait que ce contact, c'est Gérald Proulx. Ils ont demandé un lift à Gérald Proulx. OK. Donc, qui les aurait conduits où ils le souhaitaient, là, chacun, parce qu'eux autres, ils voulaient pas se promener avec cet argent-là, puis ils trouvaient ça plus safe de se promener avec Gérald Proulx. Pourquoi? Parce que Gérald Proulx est un policier. Ah. Policier, un ripou. Ah, ben ouais. Donc, ils ont appelé Gérald Proulx. Ils ont donné rendez-vous. Fait que pour l'attraper, Pierre Talon, il dit « Ah, c'est super facile. Moi, j'ai juste à l'appeler. Je vais lui donner rendez-vous. Il va venir. » Donc, Pierre Talon aide les policiers à attraper Gérald Proulx en lui disant « Ah, viens à Sainte-Agathe parce que... non, viens me chercher au motel parce qu'il faut que je fasse parvenir mon argent à Sainte-Agathe puis j'ai besoin d'un livre. » Puis là, tu vois que Gérald Proulx, il hésite puis il dit « Ah, mais t'es pas capable d'y aller tout seul. » Puis il dit « Non, j'ai vraiment besoin de toi. » Puis la première fois, pour avoir promené un peu l'argent partout, il y a eu, on n'est pas sûr, là, mais de 3 700 à 5 000 $. Ouais, c'est ça. Il y a eu une cote. Un bon salaire. Là. Il prenait quand même un risque. Là. Exactement. C'est comme un Uber avant le temps. Exactement. Mais ils n'ont pas pensé à juste poster leur argent. Mais d'après moi, ils trouvaient pas ça fiable. Ils voulaient pas se le faire voler. Exactement. Donc, Pierre Talon, il a appelé Gérald Proulx puis il a dit « Oui, j'ai besoin d'un transport pour mon argent. Viens au motel puis cogne 3 fois. » Gérald Proulx a fait exactement ça. Il est cueilli par les policiers et on trouve sur lui 37 beaux billets de 100 $ qui proviennent de ce vol. Ah ouais, okay. Il y avait vraiment les numéros de série. Là, il savait que ça provenait de ce vol-là. Donc, il est sergent à la sécurité montréalaise depuis 17 ans. Eh boy. Oui, donc c'est un policier corrompu qui écopera rapidement. Écoute, avant le début du procès de n'importe qui, le policier écopera de 8 ans de prison. Donc, une peine assez exemplaire et qui donne le ton pour si on parvient à attraper les autres voleurs. Si le policier a eu 8 ans, t'imagines? Ouais. En même temps, je trouve que ça devrait être pire parce que c'est un policier. Là. Oui, mais il était complice. Il a pas fait le vol. C'est vrai, c'est même pas lui. Zéro. Oui, c'est un policier. Oui, ça mine la confiance du public, mais il a même pas fait le vol il y a 8 ans. Tu sais. Ouais, puis je suis pas un super historien, là, mais je sais que dans ces années-là, il y avait beaucoup de corruption. Ah oui, énormément, oui. Fait qu'il devait être content d'en pogner un puis faire comment, gars, on fait le ménage. Ah oui, vraiment, vraiment. J'ai écouté des cas de particulièrement la police de Trois-Rivières, là, qui était hyper corrompue. Ouais. Donc oui. C'est pas les années de la prohibition, là. C'est pas Montréal PQ, mais c'est... Ben, c'est les années assez charnières de la prostitution puis des bordels puis de tout le monde qui se prenait une cote pour pas faire du red light puis pour tout le monde se prenait une cote pour puis que quand il savait qu'il allait avoir une descente dans une maison de red light, il avertissait d'avance. Ouais, puis c'était dans le temps qu'il te prenait comme policier parce que t'étais grand, puis t'étais gros, puis t'étais violent. Là. Ouais, un peu, oui. Pas parce que t'étais racisé. Ouais. Parce que maintenant, ils ont d'autres... Il y avait besoin du monde qui faisait peur. Oui, malheureusement, c'était hyper... Et c'était, dans ce temps-là, la police n'était pas la diversité non plus, là. Non, c'était des gros bras. C'était des hommes blancs moustachus. Oui, vraiment. Donc, à l'aide de Pierre Talon, par plein de stratagèmes, on arrête 6 des 7 malfaiteurs. Donc, il manque juste René Leduc, de 40 ans. On ne réussit pas à mettre la main dessus. En fait, c'est parce que René Leduc est caché dans un motel montréalais, OK? Et la vie de recherche le décrit comme un homme grisonnant. OK? Alors que René Leduc se teint les cheveux en roux pour ne pas se faire reconnaître. Ah ouais. Fait qu'il est poil de carotte, là. Ah ouais. Il est vraiment roux. Personne pense que c'est le roux. Exactement. Personne soupçonne le roux, jamais. Personne ne le soupçonne parce qu'il est roux flamboyant. Parce que, tu sais, quand t'es grisonnant, tu te teins en roux, ça sort bien. Ça doit sortir, sauf que la femme de chambre, elle trouve une serviette tachée de rouge dans sa chambre puis elle croit que c'est du sang.
à cause de sa teinture. Fait qu'elle appelle la police. Elle appelle la police. Elle panique, elle appelle la police. La police se présente au motel, intercepte René Leduc, puis lui demande de s'identifier. Et lui, le René Leduc répond « Allô, je suis René Leduc, le duc du camion postal. » Ah ouais? Oui, tout de suite. Comme lui, je te dis. Il n'a pas eu le temps de se faire un faux... Non. une fausse identité. Il y a personne qui combat là-dedans, là. C'est vraiment une gang de losers. C'est le monde qui font le meilleur vol ever puis qui abandonne le plus rapidement possible. Tu sais, il se fait arrêter parce que la femme de chambre pense qu'il y a du sang dans sa chambre. Il y avait juste à dire « Ah non, c'est pas je me suis teint les cheveux. » La police, elle aurait peut-être même pas arrêté. Il dit « Je suis René Leduc du camion postal. » Oh! Tu sais. Et là, plus tard, dans son interrogatoire, il déclare... Tu vois que c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, là. Dans son interrogatoire, il dit « Je me suis teint les cheveux pour ne pas me faire pogner et je me suis fait pogner parce que je me suis teint les cheveux. » Ouais, indirectement, là. Oui. Parce que t'es pas capable de jeter ta serviette comme il faut. Là. Ça n'a pas de sens. Mais il y a des places qui disaient que c'était une serviette, il y a des places qui disaient que c'était sur sa table de chevet ou sa tête d'oreiller. En tout cas, c'était vraiment pas clair, là. J'ai lu plusieurs sources, mais bref, elle a eu peur. Ouais. Elle était sûre que c'était du sang, la pauvre madame. Mais oui, quand tu te caches, là, qu'est-ce que tu fais, genre, à laisser la femme faire ta chambre, là? Mets ton affaire, do not disturb, là, puis... Mais là, ça veut dire qu'il aurait fallu qu'il fasse le ménage tout seul, là. Mais non. Pendant combien de temps, Nicolas? Tu veux qu'un homme vive dans sa crasse? Un homme pas millionnaire, là, mais mettons riche, là. Relativement riche. Dans un motel. Dans un motel. Ouais. Puis là, tu veux que lui, il y ait personne qui fasse il aurait vécu sa best life. Quelque temps. Donc, on a nos 7 bandits. Et on découvre qu'il en manque encore un qui n'avait pas été nommé par Pierre Talon. Il s'agit de André Paquette, qui est décrit comme le cerveau et le leader du groupe. OK? René Paquette est bien connu des policiers. On l'a dit, relié à une 50aine de hold-up, super intelligent, modeste, non violent, hyper généreux de son argent. Donc oui, il fait des hold-up, mais il aide tout le monde. Tout le monde le connaît et il est apprécié des bandits. Mais aussi, il profite d'un grand respect de la communauté et du monde criminel. Okay. Donc, tout le monde l'aime. C'est Robin des Bois moderne. Genre. Et oui, tout le monde l'aime et tout le monde le respecte. Et pour l'instant, il est introuvable puis il n'y a personne qui va le stouler. Ouais. Parce que tout le monde le trouve hyper intelligent. En attendant, la justice suit son cours, mais retient qu'on ne trouve toujours pas André Paquette. Okay. Les 7 accusés subiront un seul et même procès devant le juge Émile Trottier. Rapidement, la grande André sera écartée parce qu'elle n'est vraiment pas accusée des mêmes choses que les autres. Ouais. Elle aura une petite peine, mais vraiment pas grand-chose. Une grande partie de la preuve sera révélée par le témoignage de Pierre Talon, qui a dénoncé tous ses complices. Donc lui, là, il dénonce tout le monde, il combat à rien. C'est un témoignage qui est plusieurs fois remis en question par la défense, parce que Pierre Talon se parjure sans cesse. Ah ouais. Il se contredit au moins une bonne quinzaine de fois durant son témoignage. Il a passé à 2 doigts de se faire accuser de parjure. Finalement, c'est pas arrivé. Il est pas très fiable. Puis là, il dit qu'il est pas fiable parce qu'il a peur. Il a peur des représailles. Ouais, tu sais. Mais il est vraiment pas fiable. Il est vraiment un loser, là. Il montre pas beaucoup de gros bon sens. Non, c'est ça, exactement. Il montre pas de courage. Non. Premièrement, le procureur relate les faits selon lesquels les accusés se sont mis en dépenser en fou durant les semaines suivant le hold-up. Ouais. Ouais. C'est une gang d'épée avec de l'argent, c'est ça que ça fait. Là. Et voilà. Le procureur interroge des témoins qui confirment leur avoir vendu ou loué des biens de luxe, des voitures, des meubles, des vêtements, des chalets. D'autres témoins employés de la banque confirment que certains accusés ont déposé des sommes faramineuses pour des gens sans emploi, parce que c'est des gens, la plupart, qui sont sans emploi. Oui. Wow. Ils ont déposé des sommes à la banque. Tu sais, juste ça. Ils ont fait « Oh ouais, j'ai de l'argent ». Le seul qui n'a pas fait de folie, c'est Henri Sanson. Donc, c'est notre doyen, je pense. C'est notre plus vieux. De 58 ans. Ouais, ça a été bon, 58 ans. Donc, il n'a absolument pas dépensé à outrance. Il a continué d'habiter son petit loyer de la rue Sanguinet. À un moment donné, en juin, il a changé de voiture. Mais, tu sais, il a changé sa Buick pour une Ford.
Même pas de l'année. Il a pris une voiture usagée. Il a payé ça 3150$. Puis il a fait ça sous son vrai nom. Donc, tu sais, il a vraiment pas fait de folie. Et si ça avait pas été de Pierre Talon qui l'a vraiment dénoncé, possiblement qu'il se serait pas fait pogner parce que... Petit aparté, durant le procès, une des pièces à conviction était une enveloppe qui contenait 10 000 $, puis on réalise soudain qu'il manque 2 000 $ dans l'enveloppe, puis que le sceau a été altéré et un jeune employé du greffe est finalement accusé d'avoir subtilisé les 2 000 $ manquants. Wow. Ouais, donc il y a beaucoup d'articles de l'époque qui relatent le procès du fourgon postal, une pièce à conviction a disparu, 2 000 $. Et rapidement, il se rend compte que c'est un petit jeune qui a fait... Il a juste ouvert l'enveloppe, il a fait « Ah, je vais enlever 2 000 $. Ils s'en apercevront jamais. Il n'y a pas personne qui va recalculer ça. Mais c'est arrivé. Alors, attends, à la fin, au moins. Ben là... Tu sais, amener les pièces à conviction, ils sont dans une boîte, genre dans un sous-sol, là, je suppose. Hein? Là, ça, c'est de l'argent à cash. Ça doit retourner en circulation. Je le sais pas. Mais ce cas-là est rempli de gens qui, je te dis, ils font des choix douteux. Ça devait être plus facile dans ces années-là de faire des crimes comme ça. Ouais. Mais en même temps, quand le monde se faisait pogner, c'était pas plus... Non, mais tu sais, t'as pas ton cellulaire pour te faire suivre, t'es pas géolocalisé, t'as pas de y a pas de caméra, tu sais, dans le fond. Ouais. Tu sais. On apprend durant le procès que le vol a été soigneusement planifié, donc meeting de planification, repérage près de l'hôtel des postes, walkie-talkie, vol de voiture, observation de la cible. Paquette, André Paquette, qui est toujours introuvable, est une fois de plus décrit comme le cerveau de l'affaire. Ouais. Et tout le monde s'entend. Mais tu sais, en même temps, c'est facile de dire « Ah oui, tu sais, le gars que t'as pas, lui, c'est vraiment un criminel. » Ouais. Nous... Les absents ont tort. Là. Exact. Nous, on fait que suivre. Il nous a dit de faire ça, on l'a fait. Mais lui, oh my God, il devrait avoir une peine de feu. Fait que je trouvais ça un peu bitch, là. Ouais. On a même élaboré un stratagème afin d'éviter que l'un des individus dénonce les autres après coup. OK? Écoute bien ça. Les mois qui suivent le hold-up, tous les complices ne doivent pas communiquer entre eux, ni se voir. C'est logique. Par contre, ils doivent se rapporter tous les soirs par téléphone à un contact qu'ils ne connaissent pas. OK. Donc, tous les soirs, ils appellent le contact. Le contact n'a aucune idée de pourquoi il doit faire ce travail-là. Il a juste été payé pour recevoir l'appel de 8 personnes à tous les soirs. Il a été payé par une connaissance 350 $ pour recevoir ces appels pendant 17 ou 18 jours. Donc, je ne sais pas exactement c'était quoi, là. Il disait plusieurs mois, puis après ça, ça durait juste 18 jours. Mais tous les soirs, entre 21h et 23h, ils font juste l'appeler, puis ils s'identifient par leur prénom, puis le contact identifie la voix qui match avec le prénom et il fait comme « Parfait, toi... t'es encore là. Tu t'es pas fait pogner par la police. Ça donne pas grand-chose. Là, mais... Ben, il s'est pas fait pogner par la police. Si un des bandits se rapporte pas, possiblement, qui est en train de les dénoncer ou qui s'est fait arrêter. C'est ça le but un peu. Mais ce plan n'était pas sans faille parce que quand Pierre Talon s'est fait pogner, il l'a dit. Ouais, c'est ça. Il a avisé, il a dit « Ouais, mais moi, il faut que je me rapporte parce que sinon, ils vont le savoir que vous m'avez pogné. » Puis les policiers lui ont permis d'appeler le contact. Fait que j'ai personne. Fait que c'était pas sans faille. Mais c'était quand même... C'est un bel essai. Un bel essai. Une mesure supplémentaire. Ouais. À la fin de la divulgation de la preuve vient ensuite la défense. Et là, c'est le nerf de la guerre. On va essayer de trouver... En fait, tous les bandits vont essayer de se trouver un alibi. OK? Mais là, le procès, là, on est rendu quasiment en 66, OK? Ça fait 2 ans que les bandits sont en prison. Ouais. Et là, de nulle part, et là, je te dis, de nulle part, sortent les alibis. Genre, j'étais pas là, moi, en 64. C'est ça, mais là, le procès est déjà terminé? Ou c'est en attendant leur procès, sont en prison? En attendant leur procès, sont en prison. Le vol a été commis le 31 mars 64. Les suspects ont été appréhendés, je pense que c'est comme 5 à 6 mois plus tard.
Le procès a été... mon Dieu, écoute... Il n'y avait pas d'arrêt Jordan là, dans ce temps-là? Non, il n'y avait pas d'arrêt Jordan. On est rendu... Le gros du procès est en 65, mais à la fin 65. Mm-hmm. Et ça fait très longtemps que les bandits, finalement, 1 an, 18 mois à 2 ans, qui sont en prison. Ouais. Et là, de nulle part, à la fin du procès, ils sortent un alibi. Et là, le juge va dire, ça se peut pas que tu aies resté 18 mois en prison pour, à la fin, me dire que tu n'étais pas là. Ben oui. Ça n'a pas de sens. Mais tu l'aurais écoute, dit d'avant. ben, tu l'aurais dit avant. Donc, le nerf de la guerre, c'est de prouver que les bandits ont un alibi. Ils s'essayent quand même. Tout ça pour dire qu'ils s'essayent quand même. Et là, on assiste à un défilé de gens très peu fiables qui viennent dire que « Oh, tu sais quoi? Non, moi, là, le 31 mars 64, j'étais avec lui. Fait qu'il peut pas avoir commis le vol. On était ensemble à telle place. Ouais. » Mais là, c'était le défilé de ça. Wilfrid Leclerc, ça, c'est un de nos bandits. Sa femme viendra jurer que le 31 mars 64, Wilfrid est avec elle, puis ils soupaient tous les deux au restaurant Motel Diplomate pour leur anniversaire de mariage. Finalement, on fait avouer, entre gros guillemets, à la femme de Wilfrid Leclerc qu'elle est lesbienne. Quoi? Et qu'elle a été condamnée à 5 ans plus tôt pour avoir tenu une maison de débauche. Bref, on s'en fout qu'elle ait son orientation sexuelle puis qu'elle tienne une maison de débauche, mais il discrédite le témoin pour dire « Ben non, vous pouvez pas être marié à Wilfrid Leclerc. Vous êtes lesbienne. » Vous êtes lesbienne. Ça, c'est un cirque. Si je te dis, c'est un cirque. Fait que ça, c'est Wilfrid Leclerc. Ensuite, on a Maurice Harbick. Maurice Harbick, il est chanceux parce que c'est un abbé, un aumônier. Ouais. L'abbé Yves Tremblay, qui est aumônier du couvent de Saint-Lambert, qui viendra dire qu'il est en compagnie de Maurice Harbick le soir du 31 mars. Ah ben là, c'est un homme de l'Église. Exactement. T'as un homme de l'Église qui vient dire « Non, moi, j'étais avec lui. » L'abbé Yves Tremblay, il connaissait la petite Carmen Marin, qui est une petite serveuse dans un restaurant de Montréal, puis la jeune fille il a présenté son copain qui est Maurice Harbick en lui disant que tout le quartier les considérait comme mariés, mais guess what, il était pas encore marié. Ouais. Il se sentait super mal de ça. Fait que l'abbé Yves Tremblay leur a dit écoute, je peux vous marier là rapidement et un peu clandestinement, genre un mardi soir. Pendant un vol de camion. Donc, ils voulaient se marier. L'abbé Tremblay les a convoqués le 31 au soir à l'église durant le fameux hold-up. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Il était pas là. Il était pas, c'est ça. Maurice Harbick n'était pas hold-up, puis il se mariait. Ben oui. Et là, toute la cour doute de cette version de l'abbé Yves Tremblay parce que c'était le mardi de Pâques. Ah. C'était durant la semaine sainte. Il s'en rappelait pas. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, c'est pas... tu sais, on le sait peut-être pas, mais la semaine au complet de Pâques est remplie de festivités religieuses et de messes à tout bout de champ. Fait que la cour doutait fortement qu'un mardi de Pâques, l'abbé a eu le temps de marier clandestinement un couple. Parce que c'est un mardi. Parce que c'est une date très importante dans le calendrier religieux. Ouais. Donc, c'est le branle-bas de combat. On contre-interroge fortement l'homme, l'abbé Tremblay. C'est un interrogatoire serré. Il y a des gens qui sont inconfortables de ça, d'interroger un homme de Dieu aussi un peu rude, en fait. Ouais. Et l'homme de Dieu ne bronche pas, il jure que son témoignage est vrai. Fait que là, on ajourne le procès parce qu'on veut enquêter sur le prêtre, parce que là, la couronne est en maudit. Ouais. Et on découvre que les dernières paroisses dont il a été curé, il les a fraudées. C'est un fraudeur. C'est un prêtre, mais c'est un prêtre fraudeur. Des mesures ont même été prises par les paroisses qu'il avait administrées. Il a dû rembourser 2000 $ à la paroisse de Jacques-Cartier et 6000 $ à Saint-Constant. Voyons donc. Ouais, l'abbé dit « Ah oui, mais tu sais, moi, je suis un piètre administrateur. Je suis pas bon. Maintenant, je suis aumônier, puis j'aime vraiment mieux ça parce que j'ai plus de responsabilités administratives. » Fait qu'il découvre ça. Parce que le but, c'est toujours de miner la crédibilité du témoin. Oui, c'est ça. Ben, c'est la seule affaire que tu as en cours. Exact. Un témoin, c'est ça, faut que tu prennes son témoignage. Oui. Mais la seule chose, si tu n'as pas des preuves tangibles, c'est de discréditer
sa réputation. Là, oui. Ouais. Puis là, c'est dur, c'est un prêtre. Mais là, il a fraudé. Ouais. Il a fraudé les 2 dernières paroisses pour lesquelles... C'est dur, c'est un prêtre en 64, là, en 65, 66. Oui, exact. Ouais. En plus, le prêtre qui est ami de la famille provençale, qui est une famille de criminels connus, dont l'aîné est le plus grand caïd de la PEG francophone de Montréal. Et la défense insinue même qu'il est le père de l'enfant de la fille-mère des Provençales, oui. Donc, cette famille-là, il y a la jeune fille, elle est fille-mère, puis il pense fortement que le curé est le père de l'enfant. Et il conduit une voiture volée. Recyclé. Donc, l'alibi de Maurice Arbic est rapidement discrédité. Ouais. Ouais. René Leduc, notre faux roux. Oui. Oui, lui aussi, il était pas là. Il était pas là. Ah ben non, mais personne n'était là. Non. Il y a 2 personnes qui vont venir jurer avoir été en sa compagnie durant la soirée du hold-up. Donc, il y a un détenu, c'est ça, Victor Choquette, qui vient raconter qu'il a passé la soirée du 31 mars avec René Leduc, puis il s'en souvient bien parce que c'est sa fête, son anniversaire. Il a invité René Leduc à fêter ça avec une amie. Mm-hmm. Donc, ils se sont donné rendez-vous au restaurant Le Select à l'angle des rues Saint-Denis et Sainte-Catherine. Wow. Vers 5-6 heures le soir, puis ils ont fait le tour des clubs de nuit. Puis ils se sont pas quittés avant 10 heures le soir. Puis donc, Victor Choquette, là, il faut prouver que il n'y a pas de bon sens puis que son alibi marche. Ça, c'est le seul détenu qu'il a trouvé en prison avec lui qui était pas en prison le jour, puis ils se sont créés une histoire. Là. Possiblement. Donc, Victor Choquette se fait contre-interroger et la couronne lui dit « Vous dites que vous aviez un appartement sur la rue Saint-Urbain puis que vous payez un loyer de 135 $ par mois, mais d'où prenez-vous cet argent? Vous ne travaillez pas. » Et lui répond « Ah, il m'en restait d'un hold-up commis à la Caisse populaire de Pierreville. » Il est comme pas achalé. Ce monde-là, il s'en sac. Il s'en sac, il était écœurant. Je pense qu'ils comprennent pas la situation. Il fait comme « Ouais, mais j'avais fait un hold-up à Pierreville, j'en avais du cash. » Il est incroyable. Donc, il y a aussi, pour René Leduc, je t'avais dit qu'il y a 2 personnes qui vont jurer avoir été en sa compagnie. Donc, il y a Victor Choquette, puis quand il l'a invité pour sa fête, il était avec une femme, une amie. La jeune femme que la presse qualifie de très jolie brunette, parce que la presse, dans ce temps-là, elle s'enfargeait pas dans les fleurs du tapis. Donc, la presse dira qu'une très jolie brunette vient jurer que René Leduc était avec elle durant la soirée du 31 mars 64. Elle aussi a dit qu'elle s'en rappelle très bien parce que il avait trop bu et il a été malade. Donc, elle dit, je m'en souviens, il était là, il a trop bu. Quand le procureur lui demande si elle sait ce qu'il a fait par la suite, si elle a gardé contact avec lui, tout le monde rit parce qu'elle répond « S'il fallait que je suive les activités de tous les clients qui viennent chez moi, il me faudrait un très gros livre pour tenir tout ça à jour. » Parce que elle était coquine, la très jolie brunette. Est-ce que tu sais c'est qui, cette jolie brunette-là? Non. Je peux nommer plein de monde que c'est pas eux. Là. Non, tu la connais, c'est Monica Proetti. Monica Lamitraille. Ah ouais? Oui. Monica Lamitraille, qui sera plus tard présumée responsable d'une 20aine de vols de banque à Montréal et moins de 2 ans plus tard mourra sous les balles des policiers durant un hold-up à la Caisse populaire des Récollets à Montréal-Nord. Donc oui, c'est Monica Lamitraille qui est venue... C'est un autre témoin très crédible. Oui, mais qui a essayé de venir défendre René Leduc. Écoute, pour te dire, là, même Pierre Talon, qui a tout avoué, qui est le témoin principal, qui a dit depuis le début, j'étais là, j'ai fait le braquage. Sa petite sœur viendra jurer à la barre, appuyée par son petit ami, que son frère était avec elle le soir du braquage puis qu'il n'a pas fait le vol. Tu sais, ils ont l'argent, ils ont tout, là. Ça fait des années, genre, qui donnent tous les détails. Puis là, ils font, non, c'est pas nous autres. Ça fait des années que Pierre Talon dit « J'ai fait le vol ». Dans le fond, là, c'est juste pour semer le doute. Tu sais, si tu sèmes le doute, c'est un doute raisonnable. Théoriquement, tu devrais être acquitté. Fait qu'il s'essaye, tu sais. Fait que la sœur de Pierre Talon dit « Je m'en rappelle parce que c'était la veille du poisson d'avril. »
Ils ont toutes une super bonne raison de s'en rappeler. L'autre, c'est sa fête. L'autre, il fête son anniversaire de mariage. L'autre, il se marie. Tu sais, c'est... Ouais. Je m'en rappelle parce que c'était la veille du 1er avril. Puis Pierre Talon, il aurait dit le lendemain qu'il va être plein de foin. Okay, je me rappelle qu'il m'a dit ça parce qu'elle dit, je me suis dit, ben voyons, c'est un poisson d'avril. Sûrement qu'il me fait un poisson d'avril. Mais le lendemain, il est arrivé avec une valise plein d'argent. Fait qu'elle dit, je me suis dit que peut-être que c'était vrai, mais il a dit que ça venait d'un ami qui lui avait demandé qui avait demandé de cacher. Fait que c'est comme ça lui donnait un alibi, mais pas tant, parce qu'elle dit le lendemain, il est arrivé avec une valise. Mais c'est-à-dire qu'il a pas pu faire le braquage parce qu'il était vraiment avec moi, mais le lendemain, il y a eu de l'argent quand même. C'est pour ça qu'il y avait de l'argent. Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait de l'argent, c'est ça. Écoute, le 21 février 66, après 34 jours d'audience, l'audition de plus de 100 témoins et la mise en preuve de quelques 150 exhibits, le procès prend fin et le juge se donne 1 mois pour prendre sa décision. C'est pas un procès devant jury. Non, c'est seulement devant le juge. C'est toute une procédure de fou. 100 témoins, 150 pièces à conviction. Ouais. Là. Aïe, aïe, aïe. Oui, pour quelque chose qu'on n'est pas mal... Une gang de tata. Oui. Qu'on n'est pas mal sûr que c'est eux autres qui ont fait. Mais tout le monde a le droit à une justice, à une... un procès juste. Oui. Voilà. On est là-dedans. C'est eux qui font quelque chose qui est comme plus juste. Là. En tout cas, c'est de la perte de temps puis d'argent. Écoute. Le juge rejettera tous les alibis des accusés, les jugeant tardivement produits et insuffisamment appuyés. Et le juge demandera pourquoi les accusés ont préféré passer 2 ans en prison en attendant le procès plutôt que de donner leur alibi en partant. Ça fait aucun sens. Il n'est pas con. Qu'à cela ne tienne, à la mi-avril, le juge Trottier rend son verdict coupable pour les 7 accusés et on les condamne à des peines de 25 à 35 ans d'emprisonnement. C'est quand même beaucoup, là. Pour quelque chose de pas violent, là, nécessairement. Oui. C'est beaucoup parce que il n'y a pas eu de mort. Non, c'est ça. Donc, les 2 gars qui sont fait attacher puis donner leur adresse sur la place publique. Mais à part de ça, tu sais, puis ça a dû faire mal, là, puis tout le trauma qui vient avec ça. Mais oui. Il n'y a pas eu, c'est ça, il n'y a pas eu de... Mais je pense que c'est comme un crime fédéral. Tu sais, c'est la poste canadienne. Je pense que c'est grave. Quand tu t'attaques au chemin de fer, s'il y a des personnes qui nous écoutent là, qui ont plus de détails là-dessus, mais je crois que les crimes qui s'adressent à la couronne, qui touchent la couronne, c'est comme plus grave. Parce que des crimes de poste, là, je pense que c'est ça. Je pense que c'est plus grave, oui. Mais je mets un bémol, là. S'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a plus d'informations là-dessus, dites-le nous. Non, mais c'est pas impossible. Mais 25 à 35 ans. Et là, moi aussi, j'ai une catégorie que sont-ils devenus. Parce que là, t'as fait ça, à ton dernier cas, puis j'ai trouvé ça fabuleux. Fait que je vais te dire que sont-ils devenus. Let's go. Pierre Talon est épargné parce qu'il a fait la délation. Fait qu'il était pas là. Mais sa sœur a dit qu'il était pas là. Mais dans le fond, il l'a fait. Ouais. Mais dans le fond, il est épargné. Parce que, tu sais, lui, il a vraiment... Fait qu'il n'a pas fait 25 ans de prison? 0, ben non. Ah, ouais. On lui trouve même un travail au poste américaine. Hein? Je te jure. Wow. On a trouvé un travail à Pierre Talon au poste américaine. Et on a su plus tard que les autorités du Connecticut l'avaient condamné pour environ 15 vols à infraction. Oui. Il a travaillé au poste américaine. Ben voyons donc. Ça n'a pas de sens, mais je te jure. Il y a du monde quelque part qui font pas leur enquête comme il faut, là, je veux dire. Je sais pas c'est qui a dit « Hey, on va y trouver une job. » Je sais pas si t'as un casier judiciaire. Ben oui. Vu qu'il... parce qu'il est en délation? Ouais. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas ressorti. Tu sais, si ton nouvel employeur n'a pas vu ça dans les journaux. Oui. Puis qu'il n'y a pas de trace dans un casier judiciaire. Je sais Mais pas. On parlait de son poste, de son travail, comme si c'était en récompense à sa délation. Ah boy. Oui. OK. Comme si c'était les autorités qui avaient trouvé une job finalement, mais au poste américain parce que c'est pas fiable. Ouais, c'est ça. Il est pas assez bon pour le poste canadien. C'est ça, mais pour les postes américains, peut-être. Ouais. André Paquette, qui avait toujours pas été retrouvé. Ouais. OK? Fait que lui, c'est le cerveau de l'affaire. l'opération. Oui, le cerveau de l'opération.
Il a toujours resté introuvable. On a su après qu'il se terrait à Piémont, dans les Laurentides. Paquette, c'est aussi un bon ami de Lucien Rivard. Je sais pas si tu connais Lucien Rivard. C'est un criminel hyper important des années 50 et 60 au Québec. Okay? C'est un grand criminel. Okay. Il a fait toutes les hold-up que tu peux t'imaginer. Lucien Rivard, là, Claude Poirier en parle tout le temps. Comme un des plus grands criminels de l'histoire du Québec. Un an après le hold-up, Lucien Rivard, qui est notre grand criminel, s'échappe de la prison. Puis il vient se cacher avec son complice, André Desrochers, chez André Paquette. Fait qu'il s'échappe de prison, il arrive chez André Paquette avec son complice. Les évadés passent un certain temps chez Paquette, le temps que la poussière retombe là, de leur évasion de prison, et repartent vers une destination inconnue. Lucien Rivard, ça reste être, entre guillemets, quelqu'un de correct. Ouais. C'est un criminel, naturellement. Mais André Durocher, lui, c'est un pas fiable. Et il revient plus tard chez Paquette en compagnie d'un autre malfaiteur. Chez Paquette, ça devient un peu comme la planque, là. Ouais. Et lui, il revient. Donc, André Durocher, qui lui a été présenté par Lucien Rivard, revient chez Paquette en compagnie d'un autre malfaiteur peu recommandable qui est Corrade Brunel. Retiens bien ces deux noms. On a André Durocher cette fois-là et Corrade Brunel. Et là, André Paquette est en train de compter 170 000 $. Fait que tu te demandais, elle était où la balance? Ouais, c'est ça. Elle est là. Elle est là. Donc, il compte cet argent-là. Sur le coup, les deux bandits ne disent rien, mais 2 semaines plus tard, ils reviennent chez Paquette et l'exécutent froidement. Oui. Lui et sa compagne, en tout cas, on n'est pas sûr. Il y a certains journaux qui disaient sa servante. J'étais là, mon Dieu. Ouais, non, c'est Alice Rioux, je pense. Bref, ils exécutent les deux, prennent le butin. Donc, ils vont être appréhendés rapidement. Donc, Corrade, Brunel et André Durocher vont être appréhendés et accusés du meurtre de André Paquet. Mais comme je t'ai dit, André Paquet était respecté et apprécié de tous, donc son meurtre ne restera pas impuni. Les deux malfaiteurs paniquent. Ils savent que c'est une question de temps avant que le monde criminel se venge de la mort d'André Paquette. Donc, Brunel se pend en laissant une lettre qui accuse Durocher du meurtre de Paquette en disant « Je me pends, mais c'est pas moi ». Et Durocher sait que ses jours sont comptés. Plusieurs personnes chercheront à venger Paquette. Il se pend lui aussi avec sa ceinture au barreau de la salle des douches le 5 juin 1966. Triste coïncidence, son père, accusé de meurtre, s'était aussi enlevé la vie 23 ans plus tôt dans sa prison. Ouais. Wow. Fait qu'il a fini, malheureusement, comme son père, terrorisé de subir les représailles du meurtre d'André Paquette, qui, oui, était un criminel, mais hyper apprécié de la communauté criminelle du Québec. Wow, spécial. Oui, c'est super. Oui, puis ça s'entrecroise, puis ça fait que quand tu fais des recherches pour vol du camion postal, il y a des histoires connexes qui se greffent à ça. Ouais, c'est ça. C'est tout un petit monde là, que finalement tout le monde s'entrecroise puis se crée des alibis pour tout le monde. Oui, parce que là, je faisais des recherches puis là, je tombais sur les 2 malfaiteurs qui ont assassiné André Paquette, le dernier bandit recherché pour le vol de fourgon postal. Là, après ça, lui, il se faisait assassiner, puis l'autre était recherché, puis Corrade Brunet est recherché pour le meurtre d'André Paquet. Écoute, ça... Fait que oui. Paraît qu'on est tous à 3 degrés de quelqu'un qui a volé la poste en 1960. Mais, écoute, c'est une petite gang de malfaiteurs, puis, genre, tout le monde se connaît... Tu sais, André Paquette qui connaît Lucien Rivard, puis là, il y a l'autre malfaiteur, puis là, Monica Lamitraille qui vient témoigner au procès de René Leduc, parce que René Leduc, il dit qu'il était avec Victor Choquette, mais Victor Choquette, puis là, je t'ai épargné des détails, mais Victor Choquette, c'était le gars qui est en prison parce qu'il hold upait des caisses populaires. Tu sais, tu comprends? Ah ouais, c'est ça. C'est toutes des croches qui hold up. Dans ce temps-là, c'était l'époque florissante des vols de banque, des vols de caisses populaires. Ben oui. Ben, comme je disais, c'était entre guillemets, plus facile. Là. C'était un peu moins secure, puis c'était... Tu te mettais une cagoule, puis il n'y a personne qui te reconnaissait. Oui, écoute, c'était... fait qu'il y en avait beaucoup. C'est un petit monde. Oui! Tu sais, dans le fond, ils sont genre 36, puis c'est eux autres qui rentrent qui sortent de prison sans arrêt. Là. C'est genre les criminels du Québec. Mais tu sais, déjà qu'au Québec, on n'est pas tant que ça. De là vient l'expression reconnu du milieu policier. Oui,
Connu du milieu Connu policier. ouais. Moi, je pensais vraiment, là, quand j'étais jeune, là, que quand on disait « Ah, cet homme est connu des milieux policiers Ouais. », moi, je pensais que tu pognais n'importe quelle police, tu disais « Tu connais-tu, lui? » Ouais, Puis il c'est te ça. répondait « Ouais, elle le connaît. » C'est le genre qui rentre encore au poste, là. Encore Gaétan. Ah, viens-t'en, Allô? Gaétan, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Maudit, t'es pas fiable. Ouais, Ah, m'excuse. c'est le temps même. Ah, ouais. Fait que c'était mon Hey. cas. Très bon cas. Hey, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Fait de connaître un Québec. Interlope. Ouais. Le Québec interlope. Tum, tum, tum. Tum, tum. Alors, merci beaucoup pour cet épisode, d'avoir Ouais. fait le champion de la semaine. T'as-tu aimé ça? Tu pourrais-tu Ben, nous faire d'autres champions? J'en ferai d'autres. Ah, ben on va trouver ça. Certainement. On va trouver ça, Nicolas. Ouais. Oui. On s'alternera à On quelques reprises. s'alternera. Oui, exactement. Et on vous prépare un épisode 9. J'ai un super bon thème que je vais vous dévoiler sur les internets. Et pour notre épisode 10, je sais que je parle dans longtemps, mais on pensait faire un combat des crimes. Oui, un autre combat des crimes. À chaque 5, on fait un combat des crimes. À chaque 5, on fait un combat des crimes. Puis on vous annoncera le thème bientôt, mais ça va être proche de qu'est-ce qu'on a fait. Je crois que oui. Je Ouais. crois que oui. Dans la même veine. Dans la même veine. Donc, tenez-vous prête pour un possible autre combat des crimes. Yes. Donc, on vous remercie et on vous laisse sur le mot de la fin. Si vous faites le mal, Faites-le bien. au revoir. Au revoir.